Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'atelier Sophrologie et Relaxation que je vais avoir le plaisir d'animer avec vous pendant 1 heure. Donc l'objectif c'est de vous présenter la sophrologie et la relaxation, le cursus que nous vous proposons à l'Institut Cassiopée pour faire cette formation, et puis nous finirons par une pratique pour que vous puissiez déguster la relaxation et sentir intérieurement si c'est quelque chose qui vous convient, qui vous plaît ou pas. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Sandra Stettler et je suis cofondatrice de l'Institut Cassiopée avec mon mari Olivier. À la base, j'ai une formation de psychologue clinicienne, orientation psychanalytique freudienne. Et dès que je me suis installée, j'ai eu envie de m'occuper d'enfants. Donc, je suis allée travailler avec eux en tant qu'institutrice. Et parallèlement, en ouvrant mon cabinet, je me suis dit, j'ai envie de diversifier cette approche, de ne pas rester que dans les mots, parce qu'on a des personnes, que ce soit des adultes ou des enfants, qui n'ont pas toujours les mots pour exprimer leurs émotions, leurs douleurs. Et je voulais repasser par le corps. Donc, en me disant qu'est-ce que je pourrais faire pour adjoindre les mots à quelque chose, je me suis intéressée à la sophrologie. Ça a été une très belle découverte parce que j'ai eu l'occasion de travailler au niveau de ma formation avec le docteur Patrick-André Chénet. Alors, si on resitue un petit peu l'historique de la sophrologie, elle a été créée en 1961 par le professeur Caicedo et le docteur Patrick-André Chénet était son bras droit. J'ai donc fait ma formation avec Patrick-André Chénet et une fois que j'ai terminé cette formation, tout de suite, j'ai appliqué la sophrologie dans mes classes pour le plus grand bonheur de mes petits élèves et de moi-même. Et je me suis rendu compte que ça marchait très très bien, ça permettait aux enfants de se désangoisser quand on marquait dictées, problèmes. On sentait tout de suite qu'ils se crispaient, qu'ils perdaient leurs moyens. Et en faisant des petits exercices de relaxation dans la journée, j'arrivais à avoir une classe plus concentrée, plus apaisée, plus dynamique aussi, puisqu'on a également des exercices de relaxation pour se dynamiser. Et du coup, Patrick-André Chénet, avec qui j'étais restée en contact, m'a demandé de venir à l'Académie de sophrologie, formée à la sophrologie de l'enfant. C'était une spécialité qui n'existait pas dans son école parce qu'elle était toute nouvelle. J'ai fait partie de sa première promotion et j'ai donc avec beaucoup de plaisir monté cette spécialité et commencé à former chez lui. Et puis 2 ans plus tard, il m'a demandé de devenir formatrice, toujours dans son école, mais sur le cursus général, sur la première année. Ça a été une collaboration de 7-8 ans avec Patrick. Et ensuite, j'ai été démarchée par le docteur Jean-Pierre Willem, qui dirige la faculté libre des médecines naturelles et d'ethnomédecine à Paris. Et le docteur Jean-Pierre Willem m'a demandé de monter un cursus complet de formation à la sophrologie. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé avec lui pendant 7 ans également. Et il m'a demandé également de faire quelque chose qui a été passionnant, puisqu'il dirige également une ONG qui s'appelle Médecins aux pieds nus. Médecins aux pieds nus, donc ils interviennent dans des zones où il y a des problèmes climatiques, de guerre et autres, aux côtés de Médecins du Monde, Médecins sans frontières, qui sont plus connus, parce que c'est une ONG un petit peu plus confidentielle. Et là, il m'a demandé de préparer des programmes pour ces personnes qui partent en urgentiste partout dans le monde, des programmes courts de formation de 5-6 jours, puisqu'ils partent en mission, ils reviennent dans leur pays d'origine pendant quelques jours et ils repartent en mission. Donc il fallait faire un format de maximum 10 jours pour leur transmettre des outils de terrain, c'est-à-dire une sophrologie, une relaxation et des outils également de psychologie, de par ma formation d'origine, qui leur permettraient, quand ils doivent opérer sous les bombes ou ils sont dans des zones de tsunami ou autres, de garder leur sang-froid, de gérer leur stress, de ne pas paniquer, de pouvoir continuer à agir. Je ne suis pas partie avec ces équipes, mais je les ai beaucoup écoutées pour savoir comment je pouvais les aider. Et le fait de monter ces programmes courts m'a permis de commencer à faire une synthèse de la sophrologie et de la relaxation, de ce que je savais déjà faire, pour le passer de façon très opérative. J'ai eu aussi la chance avec la sophrologie de travailler pendant 5 ans en mission locale pour l'emploi. Et là, je m'occupais de jeunes entre 16 et 25 ans. Et la question qui m'était posée par la structure était très spécifique. C'était des jeunes, je ne voyais que les jeunes qui étaient passés par la case prison. Donc la question était, est-ce que ces jeunes peuvent repartir directement dans l'emploi? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent une thérapie? Est-ce qu'il faut qu'ils reprennent un parcours de scolarité ou d'alphabétisation? Voilà, comment on peut aider finalement ces jeunes à se réinsérer? Je me suis rendu compte tout de suite que si on mettait psychologue, ils ne venaient pas me voir. Donc on a mis
relaxation, et là ils sont venus me voir. Et en fait, pour pouvoir les aider, je suis toujours passée par la relaxation pour arriver ensuite à la psychologie. Mais c'était une façon directe de les aider. Par exemple, souvent, ils avaient des problèmes de sommeil en sortant de prison. Ils n'arrivaient plus à enchaîner les cycles parce qu'en prison, ils dormaient avec des réactions de sursaut, avec toujours de la tension, de l'angoisse. Donc du coup, je commençais par faire de la sophrologie pour les aider à retrouver le sommeil, à s'apaiser, à être moins en colère contre la société, etc., qui étaient des symptômes post-carcéraux très fréquents. Et petit à petit, en travaillant avec ce super outil, eh bien, on arrivait à d'autres choses, des traumatismes qu'ils ont pu en voir. Et là, on passait sur un travail plus thérapeutique. Et au bout de ce parcours, je pouvais répondre plus concrètement à la question qui m'était posée, est-ce que oui ou non, ce jeune peut repartir directement sur le marché de l'emploi. J'ai eu aussi l'occasion de faire de la sophrologie dans un cadre très très différent, qui est le cadre de la maternité, puisque je suis intervenue à l'hôpital Lariboisière à Paris, aux côtés des sages-femmes. Donc l'idée c'était de faire de la préparation à l'accouchement sophro. Là je vous parle de ça, on est dans les années 90, donc la sophrologie est moins connue que maintenant. Et elles faisaient 3/4 d'heure pendant leur cours avec la sage-femme, qui leur donnait tous les éléments informatifs dont elles avaient besoin, et ensuite 3/4 d'heure de sophrologie, ce qui m'a permis aussi d'aller en salle d'accouchement et d'accompagner certaines mamans directement pendant leur accouchement. Ma dernière spécialité, vous l'avez compris, j'en ai plusieurs, par rapport à la sophrologie, c'est le fait que je travaille depuis maintenant plus de 30 ans avec l'Institut Pierre et Marie Curie, où j'ai pu monter des protocoles spécifiques pour aider les personnes atteintes de cancérose, pour booster l'immunité, pour garder un bon moral, puisqu'on sait que dans ce type de pathologie, le mental est extrêmement important, les aider à gérer leurs émotions, leurs craintes, leurs peurs. Et ça aussi, c'est un programme auquel je participe toujours, que je n'ai pas arrêté, puisque j'ai une grande partie de ma patientèle qui est une patientèle atteinte de pathologies lourdes, dont le cancer, mais aussi Alzheimer, Sida et autres. Et j'ai beaucoup utilisé ces protocoles de sophrologie. Donc voilà un petit peu pour mon parcours, un parcours qui a commencé il y a très longtemps maintenant. Ça fait 36 ans que je suis thérapeute et où la formation est venue rapidement se glisser, également la formation pour adultes, et en même temps tout ce travail avec les enfants qui m'a permis au fil des années de comprendre un petit peu ce qu'était un enfant et comment cet enfant devenait un adolescent et comment il devenait un adulte et comment les problématiques de l'enfance pouvaient se retrouver chez l'adulte, d'avoir une espèce de filage de compréhension. Néanmoins, malgré toutes ces années, je continue à me former parce que j'ai encore aujourd'hui dans ma patientèle des moments où je vais rencontrer quelqu'un avec lequel je suis en blocage, en échec, on n'arrive pas à trouver le chemin. Et du coup, ça déclenche chez moi un réflexe qui est de dire, ben, tu connais toujours pas grand-chose, allez, on repart et on se reforme. Donc actuellement, je me forme en neurosciences, qui sont extraordinaires parce qu'elles nous permettent de comprendre dans les sciences humaines des choses qu'on a vues au quotidien auprès de nos clients, nos patients, mais on ne pouvait pas donner de sens scientifique, on ne savait pas pourquoi, on voyait que ça marchait, mais on ne savait pas pourquoi. Et aujourd'hui, les neurosciences nous permettent de comprendre. Ce qui fait que depuis 2 ans, dans la formation sophrologie et relaxation et la formation relation d'aide, j'ai incorporé une partie neurosciences pour éclairer comment fonctionne tout ce travail que l'on fait en état modifié de conscience en sophrologie. Voilà un petit peu pour le parcours. J'ai aussi eu la chance de travailler en Andorre avec le fondateur de la méthode, professeur Caicedo, parce que j'ai fait tous les niveaux master spécialiste avec lui. Et dernière chance pour moi, j'ai rencontré en Andorre Raymond Abrezol, qui était le bras gauche de Caicedo. Donc j'ai travaillé avec le trio qui a porté la sophrologie depuis 1961. Et ça, c'est un grand bonheur pour moi, un grand honneur d'avoir pu rencontrer et travailler avec toutes ces personnes. Voilà pour vous situer mon parcours. Maintenant, quand nous avons créé Cassiopée, on avait un cursus de sophrologie. Et puis je me suis dit c'est dommage parce qu'entre-temps, dans ce parcours, je me suis formée à d'autres techniques que la sophrologie, des techniques de relaxation. Alors ce sont des techniques qui peuvent paraître un peu vieillottes, elles datent des années 30, 40, 50, donc elles sont antérieures à la création de la sophrologie, mais elles se marient magnifiquement bien avec elle. Et c'est pour ça qu'on a appelé le cursus sophrologie
et relaxation. Et le « et » est vraiment important parce qu'on va vous transmettre une mallette avec toute la sophrologie caïcédienne, donc la sophrologie que le fondateur a mis en place, plus des techniques de relaxation. Donc on va les étudier séparément et ensuite on va faire le « et ». Donc en fin de formation, à la fin de cette première année de formation, vous allez pouvoir faire cette jonction entre sophrologie et relaxation, ce qui vous permet d'avoir des compétences sur l'ensemble de ces domaines. Voilà. Formation sur un an, c'est une formation courte, mais qui est très dense, où on va alterner en permanence théorie et pratique. Et chaque technique que vous allez voir, vous en avez une trentaine, vous allez la voir en 2 temps. C'est-à-dire qu'on vous fait une présentation de la technique, donc en vous disant d'où elle vient, à quoi elle sert, les indications, les contre-indications, l'historique de la technique. Ensuite, on passe à la partie pratique, donc je vis la technique sur moi. Puis, vous repartez chez vous, vous avez des enregistrements audio ou vidéo, car certaines pratiques se font avec des mouvements, donc dans ce cas-là, on a fait de la vidéo. Vous retravaillez ces techniques et quand on revient au cours suivant, eh bien, on fait une révision approfondissement qui vous permet de poser des questions, de valider que vous avez bien compris le protocole, que vous maîtrisez ce sujet. Et ensuite, on vous demande de réaliser un stage pratique. Et pour ce stage pratique, on va vous inviter à proposer ces techniques à des personnes autour de vous pour valider non seulement que vous avez compris la technique, mais que vous êtes en mesure de l'appliquer, de la transférer à d'autres personnes. Donc, voici pour cette formation. On se voit ici à Cassiopée. On a des temps de formation de 3 jours et puis un temps plus long en fin de formation de 5 jours pendant lequel vous passez vos examens finaux et pendant lesquels on réalise ensemble des grands tableaux de synthèse où on reprend ces 30 techniques, on reprend en synthèse à quoi elles servent, quelles sont les remarques, les questions clés qu'il ne faut pas oublier pour chaque technique, quelles sont les contre-indications s'il y en a ou les précautions d'usage. Et ce sont ces grands tableaux que l'on réalise à la fin de la formation que nos anciens stagiaires nous disent utiliser dans leur quotidien. Quand ils ont un doute, ils disent tiens, est-ce qu'il faut faire ça ou ça? Ils vont regarder dans ces grands tableaux de synthèse de fin de formation. Voilà le découpage, vous voyez ici, donc les 6 stages. Vous avez également des modules théoriques qui sont des petits fascicules dans lesquels vous allez suivre un de mes anciens patients qui s'appelle Baptiste. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans les modules, je vous raconte la thérapie de Baptiste, non pas pour être voyeuriste ou pour rentrer dans la vie de Baptiste, mais simplement pour vous montrer comment on enchaîne d'une séance à l'autre, comment on vérifie que Baptiste a bien intégré la technique qu'on a fait à la séance précédente, comment on continue à susciter son intérêt pour aller vers la technique suivante. Voilà, c'est tout ce processus que vous découvrez avec Baptiste, et puis le reste du contenu des modules théoriques. C'est de la théorie, comme son nom l'indique, mais aussi toutes les fiches pratiques, c'est-à-dire toutes les techniques, on vous les a rédigées, de manière à ce qu'au départ, vous puissiez suivre ces fiches pour guider vous-même, en sachant qu'après, vous allez prendre confiance en vous et vous allez adapter le logos, le verbe, ce que vous dites, à la personnalité du sujet qui est en face de vous. Mais ça vient avec un petit peu d'expérience et du coup, pour que vous puissiez démarrer, vous avez toutes ces fiches pratiques dans les modules théoriques. Vous y trouverez également à la fin un devoir. Vous en avez 8 à nous renvoyer à votre rythme. Il n'y a aucun rythme imposé. Vous pouvez les faire dans l'ordre, dans le désordre, peu importe. Pour valider la formation, il faut nous avoir renvoyé et validé ces 8 devoirs. Et puis ce stage pratique dont je vous parlais tout à l'heure, extrêmement important, parce que c'est grâce à lui que vous savez réellement si vous avez compris ou pas, et si vous pouvez mettre en œuvre ou pas les techniques. Donc un total de 350 heures qui vous amène ici à un premier niveau de certification, certificat de praticien en sophro-relaxation qui vous permet de vous déclarer, d'avoir votre assurance, responsabilité civile, de commencer votre activité, de vous affilier aussi à des organisations professionnelles. Et si vous voulez aller plus loin, mais ce n'est pas une obligation, vous pouvez vous arrêter à ce premier niveau. Vous pouvez faire une deuxième année qui a une orientation très sophrothérapeutique, donc qui s'adresse vraiment aux personnes qui, dans leur projet d'utilisation de la sophrologie, souhaitent le faire auprès de personnes qui sont malades. Parce que dans ce maître praticien,
On va travailler avec une méthode qui s'appelle la méthode Simonton, qui est destinée aux personnes atteintes de cancer. Et c'est une méthode qu'on peut décliner sur d'autres pathologies lourdes, mais on est sur des outils très puissants au niveau thérapeutique et qui ne s'adressent pas aux personnes, par exemple, si vous voulez faire de la sophrologie dans le domaine du sport ou de la sophrologie en entreprise, vous n'avez pas besoin de faire ce cycle supérieur. Le niveau 1 est suffisant. Si vous voulez travailler, intervenir en milieu hospitalier ou en EHPAD, ou travailler auprès de personnes atteintes de pathologie ou même en cabinet pour vous, en profession libérale, il est conseillé de faire ce deuxième cycle parce que vous aurez une mallette plus large, forcément, vous avez 15 jours de plus de formation. On va y travailler aussi les fleurs de Bach, qui sont des élixirs floraux qu'on utilise beaucoup en accompagnement en sophrologie, qui régulent les humeurs, les émotions, les états d'être. Et vous y trouverez tout un travail sur le son, la couleur et la forme, qui n'est pas du tout abordé en première année, puisqu'on rentre en deuxième année dans la sophro-relaxation énergétique, qui est un courant de la sophrologie kaysédienne. Voilà, de nouveau un petit stage pratique. Là, on est sur des sessions de 5 jours, 3 fois 5 jours. Et entre chaque temps de formation, un peu de travail à faire, des choses à apprendre et des évaluations finales. On a rajouté dans ce cycle supérieur l'anatomie et la physiologie, parce que vous avez tout un pool de techniques en sophrologie qui sont des techniques antidouleurs et des techniques de réparation du corps. Or, ces techniques antidouleurs et de réparation du corps fonctionnent à partir de la physiologie. Donc, si par exemple quelqu'un s'est fracturé un os et je veux lui faire une visualisation spécifique pour aider à la réparation de cet os, il faut que je sache au niveau physiologique comment un os se répare. Sinon, je ne peux pas créer cette visualisation avec la personne. Donc, du coup, sans connaissance anatomo-physiologique, on est un petit peu coincé. Vous avez également dans ce cycle supérieur un stage qui est obligatoire, qui s'appelle les clés du changement, où vous allez travailler sur votre identité, vos croyances limitantes et apprendre à les transformer. Dans ces clés du changement, on est sur un mix entre de la psychologie et de la sophrologie, puisque les croyances, c'est quand même psy, mais avec les techniques que l'on vous transmet, ce sont des techniques qui sont en état modifié de conscience, on re-rentre dans le champ de la sophrologie. Et c'est un thème qu'on aborde en permanence. Et puis un incontournable, réussir son installation. C'est bien d'avoir un beau certificat de formation en poche, mais après il faut transformer l'essai, il faut sauter le pas, il faut avoir le courage de partir en profession libérale, puisque c'est sous cette forme-là qu'on exerce le plus souvent dans nos métiers. Et parfois on se sent démuni, on sait comment je vais faire ma com, qu'est-ce que c'est qu'un prévisionnel, comment je vais faire ma compta, voilà. Donc en pensant à tout ce dont vous pouviez avoir besoin pour réussir et transformer cet essai, nous avons créé ce cursus avec un format e-learning, coaching, présentiel, voilà, un format multi-canal pour vous accompagner au mieux. À la fin, vous réalisez un dossier professionnel avec tous ces éléments, votre étude de marché, votre prévisionnel, comment vous allez prospecter, quelle identité vous aurez, votre communication, et tout cela, vous allez le consigner dans ce dossier, qui est votre dossier de fin de soutenance de deuxième année, et qui vous amène, une fois qu'on a tout validé, au certificat de sophrologue. Ce certificat de sophrologue est inscrit au RNCP, au répertoire national des certifications professionnelles. Voilà, ce qui n'est pas le cas du niveau 1, pour une raison toute simple, c'est que le niveau 1 ne comporte pas le nombre d'heures qui est demandé par la Commission nationale pour pouvoir prétendre au titre RNCP. C'est un titre qui est décerné avec la Société française de sophrologie, donc vous avez une co-signature sur le certificat. Et cette société française est un petit peu la mémoire de la sophrologie, c'est la société savante. Donc ça veut dire quoi concrètement? Tous les écrits, tous les articles, toutes les recherches, toutes les mémoires qui ont été écrits en sophrologie depuis 1960, vous les retrouvez à la Société française. Vous cherchez par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait une étude actuellement sur sophrologie et acouphènes? Vous appelez la Société française de sophrologie et elle pourra vous dire à l'hôpital, un tel, à Madrid, en Espagne, il y a une étude, à tel autre hôpital ou dans tel autre endroit, il y en a une autre. C'est vraiment la grande bibliothèque nationale, c'est la BNF de la sophrologie.
voilà, le certificat est co-signé avec la société française. Vous avez, lorsque vous avez fini la première année, la possibilité de faire des spécialités. Là aussi, vous n'avez aucune obligation, mais en fonction des domaines d'application qui vont être les vôtres, hein, des champs d'action, des personnes que vous voulez aider, il est possible, si vous en avez besoin, de faire une spécialité. Donc là, je vous les cite, sophrologie et maternité, pour travailler autour de tout ce qui est problématique de PMA, de grossesse qui se passe mal, etc. La maternité en elle, l'accompagnement, la préparation à l'accouchement, et puis surtout une partie qui est peu développée, le postpartum. Donc, comment accompagner le baby blues, le retour à la maison. Il y a des techniques très spécifiques en sophro qui sont très accompagnantes et très efficaces pour les jeunes mamans. Dans le prolongement sophrologie enfance et adolescence, le cursus et la façon dont on guide les techniques pendant la première et la deuxième année, c'est vraiment un verbe destiné aux adultes. Donc vous allez voir tout à l'heure dans la pratique, c'est un truc qui vous endort un peu. C'est horrifique, ça fait nanana, 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 vous voyez, comme une petite vague comme ça, comme un ressac. Et petit à petit, eh bien, on va aller au bord du sommeil. Avec les enfants, on ne fait pas du tout ça. C'est toujours de la sophrologie, mais notre voix doit faire la 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 la, comme si on racontait une histoire. Et le prince charmant arriva, et voilà, c'est parti. Donc on est sur un phrasé, sur un rythme. On a les mêmes techniques, mais il faut vraiment les adapter à l'univers de l'enfant. D'où la nécessité, si vous souhaitez travailler avec les enfants et les ados, de faire une spécialité complémentaire. Vous avez aussi sophrologie et sexualité. Raymond Abrezol a mis au point des techniques très très simples et très spécifiques sur chaque trouble de la sexualité, aussi bien au masculin qu'au féminin. Et donc, Catherine Jamet vous transmet tout cela dans cette spécialité. Sophro-relaxation ludique, alors on pourrait dire c'est pour les enfants, pas du tout. La sophro-relaxation ludique, c'est un ensemble de techniques qui va vous permettre de travailler avec des groupes. Parce que la particularité de la sophro, c'est qu'on peut l'appliquer en individuel, en cabinet, ou en groupe. Alors en groupe, on peut en faire dans toutes sortes de structures, avec toutes sortes de termes, la gestion du stress, le sommeil, la mémoire, etc., dans les plus classiques. Et pour dynamiser le groupe, pour faire de la cohésion au niveau du groupe, eh bien on utilise des exercices de sophrologie dite ludique, qui sont des entrées en matière pour le groupe. Sophroanalyse, c'est une technique qui permet, toujours en passant par un état de détente, d'aller revivre de la conception jusqu'à la naissance, tout le parcours intra-utérin, et du coup de découvrir quelles sont les racines de notre psyché et pouvoir, si certaines racines sont douloureuses ou nous font répéter des échecs, des situations, transformer tout ça. Sophrologie entreprise, donc destinée vraiment à aller dans les entreprises, qu'est-ce qu'on peut y apporter, comment on peut intervenir en entreprise, est-ce qu'on fait des stages, est-ce qu'on intervient dans le cadre du CE, est-ce qu'on fait du ponctuel, qu'est-ce qui peut être proposé, qu'est-ce qui est efficace, c'est tout ce qui vous est transmis ici par Laurence Rofouillet. Sophrologie et burn-out, malheureusement le burn-out est un nouveau symptôme exponentiel actuellement dans notre société, et là aussi il y a une très belle proposition en sophro pour aider les personnes à remonter, à se reconstruire, à repartir après un burn-out. Et sophrologie et sport, alors ça c'est historique, puisque Raymond Abrezol a développé énormément de techniques. Il a été le premier dans les années 68 à entraîner l'équipe de ski féminin de Suisse, et c'est à partir de là qu'elles ont commencé à gagner des médailles, des médailles, des médailles. Et c'est comme cela que la sophrologie est entrée dans le monde du sport, où elle est extrêmement développée et opérative. Donc là aussi, vous pouvez vous dire, tiens, je vais faire de l'entraînement de sportifs de haut niveau ou de sportifs tout court dans un club de sport. Je vais faire de l'entreprise parce que je viens du monde de l'entreprise et j'aimerais bien y apporter ce message. Et en parallèle, dans mon cabinet, je m'occupe d'adultes, d'enfants, d'ados. Et la sophrologie a des domaines d'application extrêmement larges. On l'utilise aussi beaucoup en EHPAD, on l'utilise partout où il y a du stress. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les entreprises, tous les lieux de vie où il y a du stress, mais du coup c'est un merveilleux outil. On peut l'utiliser à l'école, on peut l'utiliser dans plein d'endroits. À vous, je dirais, de créer votre projet et de vous dire, voilà, avec cet outil,
qui est très large. Qui est-ce que j'ai envie d'aider? Et en fonction de cela, en fonction des personnes que j'ai envie d'aider, eh bien vous dire peut-être que j'aurais envie ou besoin de faire une spécialisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous proposons ces spécialités-là, mais il y a d'autres écoles de sophrologie qui en proposent d'autres, comme sophrologie acouphène, comme sophrologie et d'autres thèmes. Qu'est-ce qu'il y a de classique que vous trouvez ailleurs, sophrologie et psychopathologie, etc. Et vous pouvez, une fois que vous avez votre certificat de première année, aller faire des spécialités dans une autre école que la nôtre, si vous avez besoin de faire des choses que nous ne proposons pas. Parce qu'il y a un accord entre les écoles de sophrologie pour pouvoir prendre des stagiaires en spécialité. Du coup, si vous venez en spécialité chez nous, vous trouverez aussi des personnes qui n'ont pas forcément fait leur formation d'origine à Cassiopée, mais qui viennent intégrer ces spécialités pour cette raison. Maintenant, si nous parlons concrètement de cette sophrologie. Sophrologie, ça veut dire science et étude de la conscience. Et à partir du moment où on travaille en sophrologie, on travaille en état modifié de conscience, avec un cerveau qui passe en ondes alpha, ce sont des ondes de détente. Alors pour pouvoir mettre tout ça en œuvre, il faut qu'on prenne en main certains outils. Voici le premier. L'écoute active, représentée de façon magnifique par Pluto. Donc l'écoute active consiste à écouter ce que dit la personne, puisque quand la personne vient vous voir, la première chose que vous allez faire, c'est faire un recueil d'informations, comme on le voit sur cette image, qui s'appelle une conduite d'entretien. C'est la rencontre entre le sophrologue et son client. Donc le client est ici, vous voyez ici la sophrologue, et elle est en train de noter ce que dit la personne. Donc il faut apprendre à poser des questions et en même temps à entendre les réponses sans juger, sans intervenir, sans pousser la personne, sans l'attirer, vraiment en étant juste à l'écoute. C'est ce qu'on appelle l'écoute active. Vous ferez des exercices d'écoute active en salle à partir du deuxième temps de formation. Ensuite, une fois qu'on a toutes ces informations, quelles que soient les techniques qu'on a choisies pour la personne en question, on va commencer par un outil qui est totalement collatéral et en même temps intégré avec la sophrologie, c'est la respiration. Toutes les techniques commencent par de la respiration. Pour se centrer, pour revenir au corps, pour commencer à se préparer à se détendre. Donc, sur ce schéma, vous voyez l'appareil respiratoire avec ses 3 étages. Donc ici, vous avez le diaphragme, qui est le muscle des émotions. On l'appelle aussi piston respiratoire. J'inspire par le nez. Pourquoi par le nez? Parce que dans le nez, j'ai des petits poils qui vont dépoussiérer l'air. Et au niveau des sinus, vous avez un réchauffeur qui met à la bonne température. Donc, c'est parfait. J'inspire, il est dépoussiéré. S'il y a trop de poussière, j'éternue. Sinon, hop, l'air descend en étant réchauffé ici pour arriver à bonne température dans les poumons. Parce que sinon, je pourrais attraper en permanence des pneumonies, etc. si l'air n'est pas à bonne température. Donc, l'organe de l'inspire, il est là. J'inspire et naturellement, j'envoie l'air le plus bas possible, dans ce qu'on appelle l'étage abdominal. Et pour pouvoir remplir cet étage, il faut que mon diaphragme, mon muscle qui accompagne la respiration, s'abaisse, de manière à libérer les bases. Du coup, quand on inspire profondément, on a l'impression que c'est le ventre qui gonfle, mais en réalité, le ventre ne gonfle pas, ce sont les bases pulmonaires qui se gonflent par abaissement du diaphragme. Et ensuite, on continue à remplir. L'air monte ici à l'étage médian, l'étage thoracique, puis à l'étage du haut, on appelle l'étage scapulaire, qui se termine ici sous les clavicules. Donc les poumons, c'est grand, hein. Vous voyez, on a toute la cage thoracique qui protège ce tissu mou, ça va de là, les clavicules, jusqu'aux flottantes, qui sont ici, à droite et à gauche. Et souvent, lorsque ce diaphragme, ce piston est verrouillé parce qu'on est stressé ou on a eu une mauvaise nouvelle, une émotion, ça bloque et on n'arrive plus à respirer. On n'arrive plus à remplir les bases parce qu'il s'est resserré. Voilà. Donc il faut qu'il soit souple. Un bon indicateur du stress, c'est de regarder comment la personne respire. Si elle est en respiration haute, vous savez que son diaphragme est verrouillé, elle est stressée, et que ça va être difficile pour elle, même voire douloureux, de venir redonner ce mouvement naturel à l'air, de le faire descendre. Parce que c'est comme si on poussait ici du coup sur une pierre qui serait bloquée. Et du coup, ça fait mal. Donc
on va aider la personne à maîtriser cette respiration en lui donnant une petite image. Si vous inspirez par le nez, vous envoyez l'air le plus bas possible, et pour qu'on ait le temps de dire les mots et que la personne comprenne, on ne va pas dire vous remplissez l'étage abdominal, l'étage thoracique, l'étage scapulaire. On dit vous inspirez et vous remplissez ventre, même si on sait que ce n'est pas le ventre, c'est la partie basse, poumon, la partie médiane, épaules, parce que les dômes pulmonaires, le haut des poumons, sont dirigés anatomiquement vers les épaules. Et une fois qu'on a rempli notre bouteille, eh bien on va la vider. En général, quand on vide par le bas, parce que c'est là où il y a le plus d'air. Or, on va apprendre à vider par le haut. Donc on va vider épaules, poumons, ventre. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure dans la pratique. Quand on fait ceci, cet inspire et cet expire, on a fait une respiration complète. Et c'est notre respiration naturelle. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas stressés, si nous n'avons pas un diaphragme bloqué par les émotions ou le stress, naturellement, on va faire j'inspire, ventre, poumon, épaule, j'expire, épaule, poumon, ventre. Si vous regardez un bébé respirer, on le voit très bien. Avec ce ventre qui, on a l'impression que le ventre se gonfle, puis il gonfle, puis il se gonfle, il fait exactement ça. Parce que s'il va bien et qu'il n'est pas stressé, il n'a pas encore ce diaphragme verrouillé qui fait que nous, adultes, souvent, on n'a pas une respiration complète. Une fois qu'on a la respiration en place, et parfois c'est long, c'est un processus qui met du temps pour les personnes quand elles sont très bloquées ou qu'elles ont beaucoup de peur ou de stress, elles ont du mal. Donc on peut y passer quelques séances, mais une fois que c'est en place, on va pouvoir commencer ce qu'on appelle la sophronisation de base. C'est la porte d'entrée à toutes les techniques de sophro. Donc qu'est-ce que l'on fait? On part de l'état de veille dans lequel se trouve la personne. On lui fait faire les 3 respirations dont on vient de parler, complètes, naturelles. Ce qui fait qu'à partir du moment où elle fait ses respirations, elle va se concentrer sur son corps et elle va commencer à se préparer à se détendre. Et puis derrière, on va faire une relaxation musculaire et mentale. Ce qu'on va faire en pratique. On va partir du front et on va demander à la personne de relâcher le front, les sourcils, les yeux, le nez, et on descend comme ça jusqu'aux pieds. Quand on est au pied, on remonte, on lui demande d'imaginer qu'on lui fait un shampoing. Alors elle peut le faire physiquement si elle ne sent pas. Voilà. Hop, elle détend le cuir chevelu et en dernier, le cerveau. Et là, ah, c'est très bien ce que j'ai fait. Hop. On va revenir, excusez-moi. On n'est pas là. On était ici. Et du coup, j'ai fait ma relaxation musculaire et je me retrouve ici, dans le triangle orange. Le triangle orange, c'est ce qu'on appelle le niveau sophroliminal. Si on prend des mots simples, ça veut dire au bord du sommeil. Ce niveau, vous le connaissez par cœur. À chaque fois qu'on est sur le point de s'endormir, on traverse le niveau sophroliminal et on s'endort. Alors, comment le reconnaître? Quand on est là, on se sent hyper lourd. On se dit, non, là, je ne me lève plus. Je suis lourd, c'est pas possible. J'entends tout, hein. J'entends vraiment distinctement la chasse d'eau, la télé, tout ce qu'on veut, mais je suis incapable de me lever. C'est ça le niveau sophroliminal. Et juste après, il n'y a plus de son, plus d'image. Je dors. Donc j'ai traversé ce niveau et je suis là. C'est pour ça que souvent, quand on fait de la relaxation, au début, on descend et je pouf, on s'endort. On est passé sous la barre, on est dans le sommeil et c'est normal. Et puis souvent on fait, je descends et puis je remonte, tiens, je réentends ce qu'elle dit, oh, j'entends plus, oh, je remonte, oh, je redescends. C'est normal. C'est une sinusoïde naturelle. Quand on a un petit peu d'entraînement, on descend et on apprend à rester dans cette zone de travail. C'est la zone de travail parce que quand on est dans ce niveau sophroliminal, on est au bord de l'inconscient, au niveau psychique, et du coup, c'est là qu'on va pouvoir travailler, mettre des images positives, nettoyer du négatif, faire tout le travail qu'il y a à faire dans cette zone. Une fois qu'on est allé là, ce qu'on va faire après, on fait une technique. Toutes les techniques s'appliquent au niveau sophroliminal. Aujourd'hui, je vais vous proposer une technique anti-stress qui s'appelle le paysage de détente. Donc, on fera nos 3 respirations, notre relaxation musculaire et mentale. On va se retrouver plus ou moins ici. Vous avez le droit de plonger, vous avez le droit de ressortir, on est d'accord? On va faire ce paysage. C'est très simple comme technique. Je vais juste vous demander de visualiser un paysage qui pour vous représente la détente. Alors il peut être réel, il peut être imaginaire, vous pouvez le créer, vous pouvez le connaître, peu importe, c'est votre paysage de détente.
Hein. Vous allez le fixer sur votre écran mental, comme un écran, comme ça. Hop, j'ai mon paysage sur mon écran, et là, simplement, j'inspire tout le calme qui se dégage du paysage. Je laisse tout ce calme rentrer à l'intérieur de moi. Une fois que nous aurons fini de faire cela, nous serons ici, arrivés au point C. Et là, je vous dirai la petite phrase, vous vous préparez mentalement à effectuer votre reprise. Ce qui veut dire, attention, on est là, on va remonter vers la veille. D'accord? Et pour remonter, on va refaire de nouveau 3 respirations. Et cette fois-ci, ici, on va les faire pour se calmer, en rallongeant l'expiration. Ici, pour sortir, comme on va repartir après dans la vie, dans les activités, on va au contraire faire des respirations tonifiantes. On va souffler pour ramener de l'énergie, comme si on était prêt à aller faire une course, un marathon. Voilà, on se prépare. Petite reprise musculaire, on viendra bouger les bras, les mains, un peu comme le matin quand on se réveille, hein, s'étirer, vous voyez. Voilà. Et puis, on va ressortir ici. Entre le point A et le point A', il y a un décalage parce que entre là et là, je me suis détendue. J'ai lâché des tensions physiques, émotionnelles, mentales et j'ai récupéré. Quand on fait un quart d'heure de détente, comme celle-ci, ce cycle tout simplement, on récupère l'équivalent au niveau physiologique d'1 heure et demie de sommeil. Donc ça veut dire que avec 15 minutes de relaxation, vous récupérez et si vous êtes fatigué, vous pouvez repartir. C'est pour ça que je parlais des pathologies lourdes. Vous voyez tout l'intérêt, quelqu'un qui vient d'avoir une chimio, qui est extrêmement fatigué, a besoin de se détendre parce que c'est stressant de se dire qu'il a une pathologie qui peut l'emporter et en même temps de récupérer de l'énergie. Et donc, les personnes atteintes de cancérose, on leur propose de faire ce type d'exercice 3-4 fois par jour pour aider à relâcher, à lâcher les peurs et puis en même temps à booster l'organisme, à lui donner de l'énergie. Voilà. La visualisation créatrice, elle va avec. Quand je vous disais tout à l'heure, on va faire un paysage de détente, on va le visualiser, c'est ça la visualisation créatrice. Je crée des images qui vont me permettre de... Je crée par exemple une image de mon os, par rapport à ma fracture de tout à l'heure, qui est en train de reconstituer l'os. C'est la visualisation créatrice. Donc on l'utilise tout le temps, pour l'imagerie mentale, si vous préférez. Il faut savoir que comme on travaille en état modifié de conscience, en monde alpha, au bord de l'inconscient, il y a des contre-indications à l'utilisation de la sophrorelaxation. Quand vous êtes au bord de l'inconscient, dans l'inconscient, vous avez tous les souvenirs. Donc ça veut dire qu'on est au bord même de l'ensemble de nos souvenirs. S'il y a des souvenirs traumatiques ou des personnes qui font des délires ou autres, le fait d'être au bord de cet inconscient va permettre d'ouvrir la porte. Et du coup, hop, tout remonte. Les souvenirs, les angoisses, etc. Donc, si la personne est déjà fragile psychiquement, il est contre-indiqué d'utiliser, pour cette raison-là, ces techniques. Alors, les contre-indications sont les structures borderline, ce sont des structures de personnalité assez fragiles, qui peuvent basculer côté névrose ou psychose facilement. Et les psychoses, ce sont tous les états où on a jusqu'à délire, la schizophrénie, le trouble bipolaire, etc. Sauf que, quand la personne arrive dans votre cabinet, il n'y a pas marqué en général borderline, bouffée délirante il y a 15 jours, donc il faut pouvoir identifier cela. C'est pour cette raison que dans votre programme, qui est un programme avec toute la sophrologie caïcédienne, plus quelques techniques de relaxation, 4 précisément, on a inclus également une partie psycho sur l'étude des structures de personnalité, les névroses et les psychoses, pour que vous ayez des grandes lignes et que vous soyez un peu alerté. Vous disiez, ah, cette personne, je me demande si elle n'est pas pré-psychotique, donc avant de faire ces techniques, je vais demander un certificat médical ou je vais l'envoyer vers son généraliste en lui demandant de m'assurer qu'effectivement, je peux la faire travailler en état modifié de conscience sans que ça vienne altérer son état de santé. Parce que vous prenez quelqu'un qui a tendance à faire des délires psychiatriques, vous le mettez comme ça au bord du sommeil, en monde alpha, qu'est-ce qui va se passer? Hop, il va déclencher un délire. Donc concrètement, vous appelez le SAMU pour que la personne reparte de votre cabinet. Vous vous faites une peur bleue, si vous n'avez jamais vu quelqu'un en délire psychiatrique, et vous allez vous dire, j'arrête la sophro. Donc on ne peut pas prendre ce risque, il faut que vous puissiez travailler en sécurité,
et pour votre patient, parce qu'il n'est pas venu là pour se retrouver avec un délire et à l'hôpital sous anti-hallucinatoire, et pour vous, parce que quand on n'a pas l'habitude de la psychiatrie, ça peut être très, très choquant, très marquant. Voilà, donc ça, parce qu'on pense souvent, sophrologie, relaxation, c'est cool, c'est tranquille, c'est pour tout le monde. Oui et non, comme vous le voyez. Donc attention. La validation de la formation. Que vous fassiez que la première année, que vous fassiez les 2 années, de toute façon, vous avez des évaluations et un certain nombre de contraintes. Vous avez les évaluations de fin de cycle, fin de première année, fin de deuxième année, avec évaluation théorique et évaluation pratique. Vous avez le contrôle continu avec les devoirs que vous envoyez en première année, les 8 devoirs, la présence obligatoire à toutes les journées de formation, parce que comme on alterne tout le temps théorie pratique, on ne peut pas vous proposer de rattraper les cours juste en prenant en photocopie les cours des copains, des copines. Il faut pratiquer, il faut vivre ces techniques psychocorporelles de l'intérieur. Donc, si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez continuer votre formation, il faudra rattraper les temps que vous n'aurez pas pu suivre. Et puis le fameux stage pratique qui vous permet d'acquérir de la compétence qui est indispensable. Les débouchés, donc on en a parlé, sophrologue, vous vous installez en profession libérale, vous avez un cabinet ou pas, vous faites des interventions en entreprise, en MJC, en école, tout ce que vous voulez. Les fameux cours de groupe. Dès la première année, vous êtes formé pour faire de la sophrologie en individuel, pour travailler en cabinet et en groupe. Vous avez toujours cette double possibilité. La gestion du stress, un des grands domaines d'application, et du coup, un domaine d'application très large. Je vous ai mis 2 exemples, entreprise, sport, mais il y en a plein d'autres, c'est point de suspension. Et tout ce qui est le domaine de la préparation. Préparation à l'accouchement, aux interventions, aux examens, aux entretiens, tout ce qui nécessite finalement qu'on se voit dans la situation, qu'on se prépare pour réussir quelque chose qui est anxiogène. Donc en période fin d'année, là, avec le bac, etc., on a beaucoup de demandes en sophrologie pour, surtout s'il y a déjà eu des examens ratés, pour mieux se préparer. Ça fait partie de la préparation mentale et c'est un grand domaine d'application de la sophrologie. Voilà pour la présentation. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite pratique pour pouvoir déguster cette sophrologie. Donc pour cela, je vais vous inviter à vous installer tranquillement. Je vais me mettre moi-même sur une chaise. Si vous avez soif, je vous invite à boire un petit verre d'eau parce qu'on se détend mieux quand on est hydraté. Et à vous installer dans une position confortable. Confortable, ça veut dire que vous pouvez, si vous êtes mieux avec le dos droit, vous mettez le dos droit. Si vous préférez vous adosser sur la chaise, vous prenez une position tranquille, détendue. Voilà. On décroise tout, les pieds, les mains, parce que dès qu'on l'on croise, pour croiser, il faut tendre des muscles. Et là, on veut détendre, donc c'est antinomique. Le petit souci, c'est la tête. La tête, c'est très très lourd. C'est vraiment un objet lourd. Et du coup, il faut que vous trouviez une posture qui soit confortable pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à adosser votre tête contre un mur, de façon à ce qu'elle ne ballotte pas comme ceci, ce qui va vous faire sursauter. Donc prenez le temps de vous installer. Autre point important, pour se détendre, il faut avoir la vessie vide, ou en tout cas pas trop pleine. Sinon, on ne pense qu'à ça tout au long de la détente. On se focalise sur la vessie et du coup, on n'arrive pas à lâcher prise. Voilà, je vais vous inviter à fermer les yeux et à porter votre attention sur votre respiration. Ce mouvement d'inspire et d'expire, sans rien faire pour l'instant, vous êtes juste à l'écoute de cette respiration, vous vous laissez bercer par ce mouvement respiratoire. Revenez ainsi à vous-même, vous vous intériorisez.
ressentir ce qui se passe dans votre corps, je vais vous inviter à mettre une main au niveau du ventre, au niveau de ce fameux diaphragme dont nous avons parlé tout à l'heure, un petit peu en dessous, et la deuxième main au milieu de la poitrine. Essayez de percevoir, de sentir ce qui se passe sous vos mains. Puis je vais vous inviter à expirer en soufflant doucement par la bouche et à la fin de l'expiration à rentrer le ventre, comme si vous vouliez amener le ventre vers la colonne vertébrale. Vous inspirez profondément par le nez et vous envoyez l'air sous la main qui se trouve au niveau du ventre. Et l'air continue à monter jusqu'à la deuxième main, puis jusqu'aux épaules. Et vous videz en soufflant lentement par la bouche, en vidant épaules, poumons, ventre. Vous réinspirez par le nez, ventre, poumons, épaules. Et vous videz épaules, poumons, ventre. Une dernière fois, j'inspire, ventre, poumons, épaules. Et je vide, épaules, poumons, ventre. Vous laissez votre respiration aller librement, vous ne vous en occupez plus. Vous pouvez replacer vos mains dans une position confortable sans les croiser. Et vous allez commencer votre relaxation musculaire en partant du front pour aller jusqu'aux pieds. Vous relâchez votre front jusqu'à ce qu'il devienne lisse, comme une mer calme. Laissez vos sourcils s'éloigner doucement l'un de l'autre vers le temps. Détendez les yeux, tous les muscles autour des yeux, jusqu'à ce qu'ils flottent librement à l'intérieur des oreilles. Laissez aller les ailes du nez afin de mieux percevoir l'air qui rentre et qui sort de votre corps. Laissez vos lèvres s'entr'ouvrir, vos dents se desserrer et votre langue se placer librement à l'intérieur de la bouche. Détendez les joues et le menton afin que tout votre visage lâche prise. Détendre poursuit son chemin le long de la nuque et du cou et vient se poser délicatement vers vos épaules. Sentez ainsi que vos épaules s'abaissent doucement vers le sol, comme si vous soupiriez profondément. L'étendre poursuit son chemin le long de vos bras. Elle vient relâcher vos bras,
vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains jusqu'au bout des ongles. Vous pouvez revenir tranquillement au thorax et imaginez que vous arrivez à la mer ou à la montagne et que vous inspirez un grand bol d'air frais. Cet air frais va ouvrir un peu plus vos alvéoles pulmonaires à la respiration. Relâchez votre ventre ou les muscles abdominaux jusqu'à ce qu'ils deviennent tout mous, tout souples. Tranquille votre ventre. Et maintenant approfondir la détente de votre dos en relâchant le haut du dos, le milieu du dos, puis le bas du dos. Vous pouvez relâcher en suivant les fesses et la zone génitale afin que tout de votre corps soit détendu, tranquille. Détente poursuit son chemin le long de vos jambes. Elle vient relâcher les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds jusqu'au bout des orteils. Vous revenez à la tête. Vous pouvez imaginer que l'on vous fait un shampoing ou un massage et que cette sensation très douce, très agréable, libère votre cuir chevelu de toute tension. En dernier lieu, vous relâchez votre cerveau comme les autres muscles de votre corps en laissant passer les impressions, les sensations sans vous y arrêter, sans les interpréter. Vous les laissez passer comme des nuages dans le ciel poussés par le vent. Vous allez visualiser, imaginer devant vous un écran, votre écran mental. Et sur cet écran, vous allez faire apparaître un paysage qui pour vous représente le calme, la détente, l'harmonie. Ce paysage peut être réel ou imaginaire. C'est votre pays.
lorsqu'il est stabilisé sur votre écran mental. Vous pourrez inspirer profondément tout le calme, toute la tranquillité qui s'en dégage et inviter ainsi tout ce calme à s'installer profondément à l'intérieur de vous. Vous le souhaiterez à votre rythme, vous pourrez laisser ce paysage s'estomper en sachant que vous pourrez le retrouver à chaque fois que vous en aurez envie ou besoin. Laissez ensuite votre écran mental disparaître et vous vous préparez mentalement à effectuer votre reprise. Pour cette reprise, je vous invite à faire 3 respirations profondes. Vous inspirez profondément par le nez et vous soufflez de manière tonique. Vous faites 3 fois votre rythme. J'inspire. Puis vous pourrez bouger les mains, les pieds, comme si vous étiez prêt à vous réveiller. Vous étirez. Baillez si vous en éprouvez le besoin. Et en dernier lieu, ouvrir les yeux. Voilà, je vous remercie pour cette participation à cet atelier de sophro-relaxation. À bientôt.